Écoute, mais écoute les bonnes personnes. La personne qui donne un conseil au moment où elle me le donne, est-ce qu'elle est là où je veux aller ou est-ce qu'elle a déjà été là où je veux aller? Bienvenue dans le nouvel épisode des Grosses Idées, le podcast qui fait briller les entrepreneurs à La Réunion, sponsorisé par Shine et Trapèze Studio. Je suis Clémence Payette, fondatrice du Dressing à Paillettes et cofondatrice du Growth Island, un événement réunionnais pour les entrepreneurs sur le digital marketing. Et je suis accompagnée de Mathilde. Bonjour, moi je suis Mathilde Lesage et je suis fondatrice de Le Crew, un espace de coworking et une communauté d'entrepreneurs à La Réunion. Et aujourd'hui, on a le plaisir d'accueillir Aubin Etève, qui est kiné de formation, mais aujourd'hui à la tête d'une entreprise qui fait du coaching et de l'accompagnement pour les femmes qui veulent perdre du poids, sur une dimension un peu particulière dont il nous parlera tout à l'heure. Et il a réussi à passer un gros cap sur son entreprise, un cap que beaucoup d'entrepreneurs visent. Comment arriver à scaler son business. Et aujourd'hui, c'est ce qu'on va essayer d'apprendre avec lui. Bienvenue, Aubin. Merci de m'accueillir et bravo pour votre présentation qui était parfaite et limpide. Super, Juste pour remettre le contexte, pour savoir comment on se connaît avec Aubin. Donc Aubin, il est membre du crew depuis maintenant 3 ans. Donc c'est un plaisir de l'avoir au quotidien et aujourd'hui sur le podcast. On commence par la première question. Est-ce que tu peux te présenter en 60 secondes chrono en insérant une petite expression créole dedans? Etève, on rappelle, créole. Ok, alors on va essayer. Donc comment en 60 secondes, déjà l'exercice 60 secondes il n'est pas évident et en plus insérer du créole dedans. Je m'appelle Aubin, moi je vis à La Réunion depuis 4 ans et mon papa est créole, mais j'ai pas grandi ici, donc mon créole n'est pas forcément parfait, mais il peut essayer. Déjà, nous, entendez un petit peu l'intonation, là, elle est bon. Continue. Et du coup, moi, en effet, comme tu l'as dit, j'ai une entreprise de coaching en ligne, d'accompagnement. On accompagne des femmes sur les sujets autour de la perte de poids, mais plus spécifiquement, nous, on traite ce qu'on appelle les troubles alimentaires. Donc, c'est tout l'aspect psychologique, émotionnel en lien avec la nourriture, l'estime de soi, le regard qu'on porte à son corps et le poids. Donc, ça fait 4 ans maintenant que j'ai cette entreprise-là. On est passé par plein d'étapes et en effet, aujourd'hui, on a bien progressé. On a une équipe de 14 personnes qui travaillent avec nous et ça marche très, très bien. On a des clients qui sont très contentes aussi. Donc, je suis là pour vous partager un petit peu mon retour d'expérience et si vous avez des questions sur les erreurs, sur les difficultés, je vous partagerai avec plaisir. Justement, je pense que tu es un bon exemple de dire tu es parti, tu n'avais aucune formation marketing, aucune formation en business, en communication. Et aujourd'hui, tu arrives à avoir un business qui est plus que rentable. Et tu nous as pas donné le nom de ton business? Kiné coach santé. Kiné coach santé parce qu'à la base, moi, je suis un kiné, du coup, ancien kiné. Et avant ça, j'ai fait des études en sciences du sport, donc je suis préparateur physique aussi à la base. Et à la fin de mes études de kiné, j'ai travaillé un petit peu en tant que kiné. Et en fait, la manière dont on aidait les personnes, ça m'a pas forcément plu. Et c'est pour ça qu'après, j'ai voulu créer ma propre méthode, mon propre accompagnement, avec une approche beaucoup plus globale où on pouvait prendre en compte tous les aspects, donc que ce soit l'activité physique, la nutrition, qui sont les trucs un peu qu'on connaît, mais aussi la partie mentale, qui est une partie qui m'intéresse beaucoup. Aubin, tu m'as l'air d'être quelqu'un d'hyper polyvalent, tout ça tourne un petit peu autour du sport. Moi, j'aimerais bien que tu nous racontes un peu dans ta success story, parce qu'on sait que quand on est entrepreneur, des fois on est là, des fois on est là. Est-ce que tu peux me raconter une grosse galère qui t'est arrivée et un méga kiff? Ah ouais, direct comme ça. Une grosse galère qui m'est arrivée. En tout cas, sur les 4 ans qu'on a passé, donc je dis on parce que j'ai un associé, on est 2, qui s'appelle Charles. Et en fait, quand on a démarré, ça a quand même assez vite fonctionné dans le sens où on a assez vite pu déjà en vivre. Donc déjà se payer, c'est cool. Mais après, on a eu 2-3 ans où on stagnait un chiffre d'affaires, on faisait entre 20 et 30 000 euros par mois. Mais avec la publicité, on avait déjà un petit peu une équipe, fallait qu'on se paye. Donc en fait, il restait pas d'argent à la fin du mois. Et la plus grosse galère qu'on a eue, c'est vraiment qu'à un moment, on n'avait plus de trésor en fait. On était en galère de ouf. Et on a dû prendre un gros risque en prenant une partie de l'argent de la TVA pour pouvoir réinvestir dans justement de l'accompagnement et pour se faire aider. Okay. À un moment, on était vraiment au dos au mur. On s'est dit, OK, on fait all-in. Et après, c'est grâce à cet investissement qu'on a eu les bons conseils, les bonnes
les bonnes ressources et qu'on a pu mettre en place les bonnes choses pour pouvoir refaire marcher le truc. Mhm. Et ça a été la plus grosse galère qu'on a vécue, où on a vraiment douté, on a cru qu'on allait arrêter. Ok. Ouais, on a tous ce moment où on se dit c'est hyper chouette de faire ce qu'on aime dans la vie et on a besoin que ça continue, mais il y a toujours ce côté un petit peu rentabilité qui joue bien sûr dans le questionnement. Et moi, ce que je trouve hyper intéressant dans ce que tu dis aussi, c'est que tu as l'air d'avoir énormément confiance en ton associé. Moi, j'aimerais bien que tu nous racontes un petit peu qui c'est, comment tu l'as rencontré, parce que souvent, quand on commence petit, on est seul et on se rend compte que c'est difficile d'entreprendre seul. Mathilde en sait quelque chose, elle a créé un coworking autour de ça. Mais dans l'idée, du coup, comment est-ce que tu trouves quelqu'un avec qui tu es assez en confiance et assez en accord sur les décisions pour t'engager dans un business ? Ouais, je pense que c'est dur. Hein. Non, c'est vrai. Hein. J'imagine du coup que si tu poses la question, c'est une question que peut-être beaucoup d'entrepreneurs se posent au début et tout. Moi, personnellement, j'ai essayé de m'associer avec plusieurs personnes et c'est toujours compliqué parce que des fois, tu te dis, je vais m'associer avec mes potes, mais du coup, il y a tout le relationnel qui devient un petit peu compliqué. Ou alors, je prends le risque de m'associer avec quelqu'un avec qui j'aime bien le business, mais peut-être que le fonctionnement ne va pas marcher. Pour le coup, Aubin, son associé, est devenu son meilleur pote. Et même en témoin de mariage. Et son témoin de mariage. Donc, Mais en fait, la vraie question, c'est pourquoi tu veux t'associer ? En fait, c'est peut-être cette question qu'on va se poser. Est-ce que je veux m'associer parce que j'ai peur de faire le truc tout seul ? C'est comme si je pars en rando et en fait, j'ai besoin de quelqu'un qui fasse la rando avec moi. Ou est-ce que je le fais parce que je veux partir dans la rando, sauf que moi, en fait, j'ai pas forcément les outils pour faire le feu et construire une tente. Et la personne avec qui j'y vais, elle sait faire. Et là, ça devient utile. Mais si j'y vais juste parce que j'ai peur et juste parce que j'ai besoin de quelqu'un, est-ce que c'est vraiment la bonne raison de s'associer ? C'est peut-être, hein, mais en tout cas, moi, c'est un peu les questions que je me suis posées. Et au début, j'étais pas parti pour m'associer. Je suis quand même quelqu'un assez solitaire et dans mon truc, et j'avais quand même confiance sur le fait que ça allait fonctionner. Et en fait, en gros, je me suis associé sans chercher à m'associer. C'est-à-dire que j'étais déjà dans le process de faire marcher mon business. Et j'avais déjà fait plusieurs accompagnements. J'avais déjà investi sur moi, donc j'avais déjà fait appel un peu à des coachs ou des mentors pour m'aider à développer le truc. Et en fait, c'est dans le chemin que, du coup, notamment dans une des formations que j'ai fait, il y avait un événement présentiel. Et là, j'ai rencontré mon associé. C'était sur un événement à Cannes, donc mon futur associé, qui faisait en fait à peu près la même chose que moi. Il était à peu près au même stade, hein, en termes de chiffre d'affaires, et en fait, on s'est tout de suite entendu. J'ai vu qu'il avait des compétences là où j'en avais moins, que moi j'étais meilleur là où lui était moins bon. Et donc, c'est comme ça qu'on a commencé à discuter, qu'on a commencé à mettre en place les choses. Mais en fait, on n'était pas à zéro. On était quand même déjà au niveau 1, quoi. Tu vois, imagine, tu prends l'entrepreneuriat niveau 0, niveau 10, nous, on était niveau 2, quoi. 1 ou 2. Vous aviez commencé votre petite rando chacun de votre côté, voilà. Et vous vous êtes trouvés à l'embranchement. Et du coup, s'il y avait un conseil à donner, quand même, moi, j'aurais tendance à dire passe le niveau 1, quoi. Ouais, faire un petit bout de chemin tout seul pour voir ce que parce ça qu'en donne. fait, du coup, tu te connais mieux. Tu connais mieux tes points faibles, tu vois, les trucs sur lesquels tu as des difficultés. Et en fait, sûrement que si tu as déjà commencé le chemin, tu as déjà rencontré des gens sur la route. Notamment, je sais pas, tu commences à entreprendre, tu vas au crew parce que tu veux aller dans un cowork, machin. Donc, tu rencontres d'autres entrepreneurs. Tu fais des recherches, tu commences peut-être à te former, donc tu rencontres des gens. Et en fait, c'est sur le chemin que tu vas rencontrer ton associé, et pas... moi, je le prendrais pas comme une première étape. Ok, très bien. Je sais pas si c'était ça un peu la question derrière. Si, mais... ouais, et puis pour compléter aussi, pour avoir entendu beaucoup d'entrepreneurs conseiller autour de moi, de toujours tester, d'avoir cette période de test de 3 mois en prestation de service avant de s'associer, parce que entre ce qu'on se dit et dans la réalité ce qu'on fait, il y a souvent un monde. Est-ce que vous avez eu justement cette période de test sur quelques mois avant de vraiment signer les papiers, ça y est, on est associés pour de bon et on se lance ensemble? Oui, carrément. Ouais. On a fait ça pendant 6 mois. Ce que je trouve hyper intéressant dans ce qu'il dit aussi, c'est que c'est pas parce que tu veux lancer un business seul que tu es forcément seul.
C'est vrai qu'on se dit toujours, quand on commence à galérer, il faut s'associer, mais c'est vrai que effectivement, prendre du retour de compétences et de l'échange dans des endroits, par exemple, comme le crew, ou se donner rendez-vous avec des entrepreneurs pour travailler, prendre des idées là où tu as des manquements, parce qu'il faut quand même être assez clair sur le fait que personnellement, je pense pas qu'on puisse être compétent dans tous les domaines et que pour valoriser ton business, il faut savoir bien t'entourer. Effectivement, c'est pas parce que tu t'entoures bien que forcément tu es obligé de faire rentrer quelqu'un dans ton biz. Et puis, tu peux faire rentrer justement parfois tu peux. compétences. En fait, au début, t'as pas d'argent, donc du coup, c'est dur de recruter des gens pour faire les trucs que tu sais pas faire. Ouais. Mais en tout cas, ce qui a bien fonctionné pour moi, c'est quand même d'apprendre. C'est-à-dire que je savais pas vendre, j'apprends à vendre. Je sais pas faire du marketing, j'apprends à faire du marketing. Je sais pas. De savoir faire un peu tout. Même au tout départ, en fait, moi à la base, je suis préparateur physique et kiné. J'ai voulu faire un accompagnement qui était beaucoup plus axé sur la psychologie, la gestion des émotions. C'est pareil. D'abord, c'est apprendre ces sujets-là et mieux comprendre et me lancer, même si au début, je suis pas à 100%, je suis pas le meilleur forcément pour aider sur ces sujets. En fait, c'est se lancer, c'est apprendre. C'est dur de déléguer un truc quand tu l'as pas fait toi-même. En tout cas, au début, je pense. Ouais. Quand t'as pas d'argent, tu démarres, quoi. Et si... Pardon. Vas-y. Et de tout ça, du coup, vous avez fait votre petit bout de rando, vous avez commencé ensemble. Et tout à l'heure, tu me racontais un peu les galères du début qui sont surtout financières, comme beaucoup d'entre nous. Mais parce qu'on a envie de mettre un peu en avant les chouettes choses. Est-ce que tu peux me parler d'un gros kiff, du coup ? Un truc où tu t'es dit, ah vraiment, putain, je suis content d'être là et de faire ce que je fais. Alors, un gros kiff, je pourrais raconter un moment, c'était, je crois, il y a 1 an. On avait à nouveau investi sur nous. J'en parle souvent parce que c'est un gros sujet pour nous. À chaque fois qu'on a atteint des paliers de chiffre d'affaires, on a investi de l'argent pour se faire aider par des gens qui sont là où on veut aller. Et ça a été toujours des trucs assez difficiles parce que souvent, c'est des investissements chers, parfois plusieurs dizaines de milliers d'euros. Et là, on avait à nouveau investi sur nous, avec des gars et tout, qui nous avaient coachés sur le marketing, la vente, comment mieux accompagner les gens et tout. Et il y avait aussi un événement en présentiel, un séminaire physique avec eux. Et avec Charles, on avait booké la chambre pour aller à ce séminaire 3-4 mois avant le séminaire. Et en fait, on avait booké une chambre parce que c'était un moment où on n'avait pas beaucoup d'argent. On avait booké une chambre un peu de merde à Lyon, je me rappelle. Et en fait, entre-temps, c'est seulement une période de 3-4 mois, mais en fait, entre-temps, on a vraiment décollé très, très fort, au point qu'on était parmi les meilleurs du séminaire, en fait. Et donc, c'était assez drôle parce que dans ce séminaire, on était considérés comme les mecs très forts et machin, les gens venaient demander des conseils et tout. Et en fait, quand on rentrait le soir, on était dans une chambre mais de merde. Il faisait chaud de ouf, il y avait des moustiques, c'était la canicule. On partageait le même lit. On partageait le même lit quasiment. Et en fait, le souvenir est énorme parce que je me rappelle de fou rire et tout dans la chambre. Et voilà, il n'y a pas longtemps, par exemple, on refait un truc entre nous. Donc maintenant, on prend des hôtels stylés et tout, c'est cool. Mais en fait, quand on repense au chemin, on se dit, mais putain, mais en fait, c'était ça c'est ça, en fait, les moments de kiff. Le kiff, ouais. Tu vois, c'est les moments où, justement, t'es peut-être un peu en galère ou machin et tout. Et en fait, des grosses émotions positives, ça faisait partie de ces moments un peu où on était entre les deux et où, voilà, où il y avait un côté célébration et en même temps suffisamment de galère pour que ce soit kiffant, quoi. Surtout quand on s'en rappelle. Souvent, quand tu fais un truc ou que tu pars en vacances avec des potes, le moment le plus drôle quand tu racontes les vacances, c'est la galère. C'est les moments de galère. Totalement. Voilà. Donc, c'est assez marrant. Okay. Et bizarrement, les gros paliers et tout, quand on les passe, c'est... En fait... C'est juste avant un gouffre. Non, c'est pas ça, mais c'est qu'en fait, t'as une attente. Moi, personnellement, j'ai une attente toujours de... Putain, le jour où j'aurai atteint ça, ma vie, elle va être trop bien, quoi. Ouais. Et quand tu le passes, t'es un peu morose. Quand tu le passes, t'as un peu ce truc. Il y a une différence, en fait, entre ce que tu croyais que ça allait générer comme émotion et ce que ça génère vraiment. Donc c'est pas, tu vois, c'est pas le fait de passer des paliers ou quoi je trouve qui est le plus gros kiff, en fait. C'est plutôt des petits moments spécifiques comme ça de fou rire ou de moments marrants ou de victoires qu'on célèbre. Trop bien. Si on devait revenir dans le passé et que tu devais parler au toi d'il y a 4 ans quand tu t'es lancé, c'est quoi, qu'est-ce que tu te dirais, quel conseil tu te donnerais pour scaler encore plus vite et réussir ?
j'ai envie de dire, agis, réfléchis pas trop. Euh, D'être plutôt dans l'action que dans la réflexion. Ouais. Agis, réfléchis pas trop. Teste Et et apprends. écoute quand on te donne justement, tu vois, dans les... ah oui, écoute, mais écoute les bonnes personnes. Ça, c'est aussi un truc parce que tu vois, tout Comment le monde... filtrer? Bah, comment filtrer? Est-ce que la personne qui te donne un conseil au moment où elle me le donne, est-ce qu'elle est là où je veux aller? Ou est-ce qu'elle a déjà été là où je veux aller? Mm. C'est un peu le filtre par lequel je passerai maintenant. Et beaucoup de gens donnent des conseils. Et en fait, tu remarqueras que plus on passe des paliers, plus on parle à des gens qui sont chauds, généralement, moins ils donnent de conseils. Et plus les gens sont débutants, plus ils ont trop envie de donner de conseils. Ouais. Qui sont pas toujours demandés en plus. Hein. Qui sont pas toujours demandés. Donc voilà. Et va chercher les conseils. Donc potentiellement investis sur toi pour pouvoir parler aux bonnes personnes. Et quand tu les as, les conseils, applique-les vraiment. Agis. Et lâche pas, quoi. C'est tout. C'est en fait, lâche pas. Ok. Ça va être dur, Non, en mais fait. Ça va être dur, c'est mais top. lâche pas. C'est plus. Maintenant que j'ai quand même réussi à atteindre un rêve pour moi, quand je me reprojette il y a 4 ans, je pensais même pas que j'arriverais à ça. C'est plus dur que ce que je l'espérais, mais c'est plus facile que ce qu'on croit. D'accord. Je vous laisse méditer. Et justement, pour scaler, c'est quoi des 2-3 tips pour faire en sorte que son business scale assez rapidement, entre guillemets? Alors, ça veut dire quoi pour toi, scaler? Ça veut dire passer justement ces paliers à croître vite, pouvoir croître sans trop grossir ton équipe. C'est un peu la success story, quoi. Voilà. Alors, il y a plein de choses. On peut prendre plein de chemins différents pour donner des tips à ce sujet-là. Mais nous, en tout cas, dans notre manière de déconstruire le business, on a plusieurs pôles. Donc, on a un pôle livraison. Donc, c'est comment tu accompagnes tes clients à atteindre le résultat cible que tu leur vends. Mhm. Il y a le pôle vente. Quand il y a des gens qui viennent à toi, comment tu fais pour les convertir en clients? Et le pôle acquisition, si on veut. Comment faire en sorte que plus de gens nous découvrent. Donc, si je veux scaler, il faut que je découpe ces trois pôles-là. Et il faut que je me pose la question comment je peux, j'ai envie de dire presque industrialiser, ou comment je peux rendre chacun de ces pôles beaucoup plus réplicable, et comment je peux passer de 1 à 100, quoi, en fait, ou 1 à 1000. Donc, la première chose qu'il a fallu se poser comme question, c'est quand même la partie la plus importante, c'est comment tu accompagnes tes clients. Si ce socle, il n'est pas bon, si on livre pas bien nos clients, on n'aura pas des bons résultats, on n'aura pas des bons avis. Enfin, moi, personnellement, je ne pourrais pas livrer un produit auquel je ne crois pas et avec des personnes insatisfaites. Donc, c'était le premier sujet le plus important. Donc, sur la partie livraison, alors, déjà, le premier truc, c'est de s'adresser à un seul type de client. Donc, un seul avatar. Si je m'adresse juste à un profil de personne, je vais avoir une typologie de problème. Si j'ai une typologie de problème, beaucoup plus facile à résoudre que si demain j'aide Michel, Jacques, Isabelle, Elodie. Ils ont tous des problèmes différents. Ça, Moi, mon avatar, il est très, très spécifique et j'aide vraiment un profil de personne. Donc, du coup, quand on délivre le produit, c'est beaucoup plus facile à répliquer. Donc, par exemple, nous, on a créé donc, des formations en ligne, des accompagnements, des étapes par lesquelles ils doivent passer, qui font qu'ils peuvent tous passer par les mêmes étapes. Grosso modo, ça va tous leur parler. Alors après, chacun a ses spécificités, bien sûr, mais ça va aider. Il y a un tronc commun qui va aider plus ou moins tout le monde. Et ensuite, c'est pareil dans la partie méthodologie, dans la partie coaching. On a créé des process, parce qu'en effet, chaque personne est différente. Mais par exemple, nous, quand on est sur la partie psychologique émotionnelle, c'est la même chose. Donc la question à se poser, c'est ton client, il a besoin de quoi? Et comment tu délivres ce quoi? Et ce quoi, tu peux le délivrer de plein de manières. Est-ce que je le fais pour lui? Est-ce que je l'aide à le faire? Est-ce que je lui donne des conseils pour le faire et il le fait lui-même? Déjà, c'est 3 manières de faire différentes. Il y en a qui prennent plus ou moins de temps. Est-ce que je l'aide en one-one? Est-ce que je l'aide en groupe? Ou est-ce que je l'aide avec de la formation en ligne? Tout ça, c'est des questions à se poser. Et il y a un peu un modèle hybride à faire. Il y a un mix où l'idée, c'est pas de laisser les gens seuls face à eux-mêmes et de tout gérer. Il faut quand même les aider en individuel et avoir vraiment un accompagnement. Mais donc, c'est cet équilibre à trouver qui nous a permis de mettre en place des systèmes qui font qu'aujourd'hui, on peut accompagner pas mal de clientes en même temps,
sans que ce soit... sans intervenir dedans. Tu vois, maintenant, on a délégué à 100% cette partie-là. On a des coachs qui accompagnent nos clientes, on a une directrice du succès client qui, elle, manage les coachs qui accompagnent les clients. Donc, c'est vraiment un pôle qui est bien délégué. On a des process de recrutement et donc, du coup, on peut scaler assez facilement cette partie-là. Sur le pôle vente, c'est la même chose. C'est comment je peux, du coup, vendre en beaucoup plus, en fait. Si je vends en one-one, c'est pas la même chose que si je vends à plusieurs personnes en même temps. C'est pas la même chose que si je vends sur une page internet où les gens, ils ont juste à cliquer par eux-mêmes. Donc, nous, on vend en one-one. Donc, c'est pas forcément une partie facile à déléguer. Mais c'est pareil, du coup, après, on recrute des commerciaux, on met en place des process de vente et on rend ce truc réplicable, duplicable, et donc on peut le scaler. Même chose sur l'acquisition, nous on fait beaucoup de publicité. Donc la publicité, ça nous permet de mettre de l'argent et de toucher beaucoup de gens en même temps, et donc d'avoir beaucoup de trafic. Ce trafic, il va arriver dans la partie vente, qui va arriver dans la partie livraison. Donc c'est comme ça qu'on scale en fait, en faisant pôle par pôle le travail de se dire comment je le rends réplicable, duplicable, et comment je fais x10 ou x100. Quand tu parles de scaler, tu parles depuis tout à l'heure du fait que tu peux pas vendre à n'importe qui, que vous avez quand même vachement bien travaillé, je trouve, votre identité et votre clientèle. Ça, je sais que c'est quelque chose qui est assez compliqué à comprendre pour les entrepreneurs qui réussissent bien. C'est que quand tu commences, tu as envie de te dire, moi, je parle à tout le monde. Genre, ma cible, elle est énorme, j'ai pas de sociotype, de classe, de machin et tout. Toi, tu as fait des choix parce que tu travailles pour des femmes. Comment est-ce que vous en êtes arrivé, du coup, à placer ce ciblage-là ? Ouais. Non, mais il y a plusieurs. En fait, il y a plein de choses à dire par rapport à ce que tu dis. Juste, je confirme avec toi le fait que c'est, je pense, la plus grosse erreur ou une des plus grosses erreurs quand on est débutant. Le people pleasing, j'ai envie de parler à De tout le parler à monde. tout le monde. J'ai l'impression que les gens presque maintenant l'ont déjà entendu et le mentalisent, mais ils l'intègrent pas, quoi. Ouais. Enfin, Parce qu'ils ont l'impression de se couper du business potentiel Oui, s'ils ne touchent c'est pas ça, tout le monde, c'est ça. alors que c'est le Oui. contraire. Oui, et ils ont beau le, tu sais, justement, tu peux donner le conseil. Oui, mais Ça oui, s'applique mais pas à moi. C'est voilà, pour tout le monde sauf moi. c'est ça. Donc, tu vois, ça, c'est toutes les croyances un peu limitantes comme ça. C'est vraiment là qu'il faut réussir à éjecter ça et à passer outre, en fait. Et si tu disais, qu'est-ce que tu dirais à ton toi d'il y a 4 ans, c'est ça, en fait, qu'il faut réussir à lever pour pouvoir avancer. Au début, c'est quasiment que des problèmes psychologiques, mindset, j'ai envie de dire. Et du coup, pour répondre à la question que tu m'as posée, qui est comment définir son avatar ? Comment définir son avatar. Donc, au début, quand tu essayes de vendre un produit, tu parles aux gens à qui tu veux le vendre. Vous êtes d'accord avec moi là-dessus ? Donc, quand je parle à ces personnes-là, j'essaye de lui poser des questions pour comprendre son problème. Je pose des questions pour comprendre ce qu'elle veut à la place de son problème. Donc, sa douleur, sa vision, ce qu'elle veut plus. Et je vais essayer de lui vendre mon accompagnement si je vois que je peux l'aider. Et parmi les personnes à qui je vais parler, il y en a qui vont être intéressées, d'autres non. Et il y en a qui vont acheter. Et celles qui vont acheter, je vais essayer de comprendre c'était quoi les problèmes, c'était quoi, c'était quoi ce qu'elle voulait, et qu'est-ce qui fait qu'elle a acheté chez moi, qu'est-ce qui l'a intéressé finalement. Et parmi ceux qui vont acheter, il y en a qui vont avoir plus ou moins de résultats. Il y en a avec qui je vais plus ou moins aimer travailler. Donc là, je vais prendre vraiment le pourcentage des clients avec qui j'adore travailler, qui ont des super résultats avec moi, et je vais vraiment aller en profondeur dans comprendre, elle, c'est quoi ses douleurs, c'est quoi ce qu'elle veut, c'est quoi qui l'empêche de dormir la nuit, c'est quoi ses pensées, c'est quoi ses peurs profondes, et vraiment de comprendre le plus possible pour pouvoir la connaître mieux qu'elle, elle se connaît, et être capable dans du contenu marketing, dans du contenu sur les réseaux sociaux, dans de la publicité, dans un appel de vente, dans un accompagnement, dans toutes les étapes, être capable de lui parler spécifiquement à cette personne-là. Et donc ça, c'est un travail, même nous, qu'on continue à faire. Donc écouter typiquement des entretiens de vente et se poser vraiment la question pour l'affiner le plus possible. Et oui, c'est bizarre, mais en fait, plus j'affine, plus je deviens bon et plus je peux scaler, alors qu'on a tendance à penser l'inverse. Il faut que j'écarte donc beaucoup écouter ses clients, beaucoup échanger avec eux pour les comprendre et les connaître par cœur. C'est ça ton... Si on devait résumer ton conseil. Ouais, c'est ça. Ok. Du coup, tu as l'air de bien connaître tes clients. Nous, on aimerait bien apprendre à un peu mieux te connaître. Donc, on va faire un petit jeu. C'est les questions de tiroir. Je vais te poser 3 questions. Tu essaies de m'y répondre le plus spontanément et sincèrement possible. Allez. On est parti ?
Donc, la première Fais question, peur avec ces c'est questions. Ça fait toujours peur, mais c'est quand même des questions basiques, ça va. quelle est ta peur que tu as transformée en force? La peur de mourir. Ah ouais, dans ton business? Non, la peur de mourir. Dans ta J'ai pas vie. envie de mourir. Du coup, je veux rentabiliser chaque jour et je veux que chaque année qui passe, je sois pas la même personne. Être la Donc, meilleure version de toi-même. c'est une force qui fait que du coup, j'avance quoi. Ok, bah, de toute façon, là, il n'y a rien de plus grand. Ouais, Il y a pas de mauvaise ou bonne ouais, réponse. mais Ouais. Oui, bah, c'est très vrai. c'est en fait soit du coup je suis pas là, soit je suis paralysé Mm. et je bouge plus, soit Mhm. au contraire j'en fais une force. Donc j'essaie de l'utiliser comme ça. Meilleur leitmotiv. Du coup, la deuxième question. Qu'est-ce qui te rend heureux dans ce que tu fais dans ton business? Ça peut être autant au niveau de la valeur, des compétences, des personnes avec qui tu travailles. Qu'est-ce qui vraiment, genre le matin, tu sais, quand on se dit généralement qu'on a un CDI, on est un peu en mode oh, j'ai pas envie d'y aller et tout. Qu'est-ce qui fait que le matin, quand tu te réveilles, tu te dis trop cool, ce matin je vais. Et ben alors je vais te raconter un truc. Il y a pas longtemps j'ai à nouveau enfin je continue à me faire accompagner, à me faire coacher et là c'était sur la partie justement psychologique encore. Tu vois, j'aime bien me faire accompagner sur la préparation mentale et tout. Mhm. Et mon coach, le gars avec qui j'ai fait le travail, il m'a donné une espèce un tableau avec 500 valeurs. Un exercice que j'aime pas forcément de ouf à la base parce que le côté valeur un peu morale, c'est pas un truc qui me parle. Tu sais, c'est toutes les valeurs liberté, persévérance, force, machin. Et en fait, il y avait plein de mots comme ça. Et il m'a dit, tu dois les barrer jusqu'à en fait en avoir plus qu'un. Ok. Et cette valeur, en gros, ça va être c'est un peu ton guide et ton. Et donc, j'ai fait ce travail de les enlever, Et à la fin, j'avais des trucs du style aventure, liberté, succès, machin et tout. Et il y avait santé. Ok. Et, euh, et puis, je lui dis, franchement, là, j'arrive pas à savoir. Je sais plus, j'en avais 5 ou quoi. Je dis, non, franchement, là, je sais pas comment. Elles me parlent toutes, quoi. Mhm. Et il me dit, si tu devais en enlever une, en fait, si tu devais en garder qu'une seule, que tu étais obligé, et que sans celle-ci, les autres ne pourraient pas exister, ce serait quoi? La santé. La santé. La santé. Et ça m'a fait un truc bizarre. Mhm. Je me suis dit, ah, putain, ouais, la santé. Et en fait, tout d'un coup, je me suis dit, mais oui, c'est vrai qu'en fait, la santé, c'est un truc qui est important pour moi et je prends soin de ma santé au quotidien. Mhm. Mon entreprise, elle est vraiment dans le domaine de la Ouais. santé et elle est axée sur comment aider les gens à se sentir mieux dans leur peau, dans leur corps et dans leur tête. Et en fait, juste de le revoir et de le reconscientiser, ça m'a reconnecté à la réponse à ta question, qui est qu'est-ce qui me plaît, bah, c'est de faire d'aider les gens et d'avoir construit quelque chose sur un sujet qui me parle vraiment. Ok. Mm. Et je suis pas, tu vois, nous on a un profil de femme qui a entre 40 et 55 ans, qui a vécu des choses compliquées dans sa vie, qui a des enfants, etc. Donc je suis pas proche de mon client cible. En termes de connexion émotionnelle, c'est pas des entrepreneuses, mais donc je suis pas forcément proche émotionnellement de ma cible. Par contre, je suis très aligné avec la mission, et donc ça, c'est un kiff. Et après, bah, le kiff, c'est aussi de passer les étapes et d'essayer de le prendre comme un jeu où il faut mettre les pions au bon endroit et Mm. réussir à résoudre des problèmes et passer des caps, quoi. C'est ça qui est kiffant. Trop bien. On passe à la petite dernière. Ah oui. Il y en a 3. Alors, t'es prêt? Dans 20 ans, où imagines-tu être dans la vie? 20 ans? Ouais. Ah, ça, c'est super dur. J'espérais que Quel tu âge tombes t'as, sur là cette question. Pardon? Quel âge t'as J'ai actuellement? 29 ans. Ok. Donc à 49, tu te vois où? Tu te vois comment? Tu te vois avec qui? Bah, toujours avec ma femme, des enfants, Tu te On fais espère. mousser, là. ma jolie maison. Euh, Toujours sur le même business? toujours, je pense toujours dans le même domaine, mais ça aura changé en fait. Ça aura changé, ça aura peut-être évolué, ça sera peut-être différent. Euh, toujours dans l'entrepreneuriat, d'aider des gens, donner des conseils, tu vois, c'est des trucs que j'aime vraiment bien. D'avoir investi peut-être dans plein de domaines qui me plaisent. Et d'être épanoui, quoi. Mais franchement, j'ai pas du tout une idée claire. J'ai pas une vision. J'ai une vision claire de où je veux être dans 1 an.
dans 2 ans, mais 20 ans, déjà, tu m'aurais posé même 5 ans, j'y arrive pas, quoi. C'est pas facile. Ok. Bon, tu nous as déjà donné quelques Ouais. pistes. Puis c'est sympa de se laisser surprendre. Toujours à La Ouais, Réunion. ben ça, c'est un truc aussi qui est. Si je peux rebondir dessus, parce Bien que sûr. ça fait partie aussi de mes drives. Et une des raisons pour lesquelles ça me plaisait pas d'avoir un métier très classique comme kiné ou. Voilà, kiné, je vais prendre l'exemple. C'est qu'en fait, bah, dans ma vision des choses, si je suis kiné maintenant, potentiellement dans 10 ans, dans 20 ans, dans 30 ans, mon métier, il est le même. Il peut avoir un peu évolué, je peux avoir je sais pas, des spécialités, je peux avoir construit un cabinet, machin, mais je suis. C'est la même chose dans ma tête. Et ça, c'est le truc qui me fait le Putain. plus peur, Ouais. qui m'horrifie. Et j'ai besoin de sentir que je sais Oui. pas ce qu'il va y avoir demain. Et donc ça me fait me sentir vivant. D'accord. Et si tu avais un dicton que tu aimes bien, ton dicton qui représente un peu ton mindset ou ta motivation, ce serait quoi? Ben, faut pas lâcher. Lâche pas. Tiens bon, largue pas. Largue pas. Derrière chaque obstacle, il y a Une solution? il y a une solution et il y a même un cadeau. Ok. Je sais pas si tu le sais, mais du coup, il y a pas longtemps, on a fait la saison 2 du Girls Island. Et moi, j'aimerais savoir, du coup, là, ton business, il est quand même visiblement assez rentable, assez sympa. On parlait tout à l'heure de l'idée de se projeter un petit peu. Là, si à tout hasard, tu avais une idée un petit peu de ta prochaine grosse idée, le prochain biz, la prochaine super idée, le prochain développement de choses que tu pourrais faire avec ta marque ou dans le pro, tu nous fais un petit Ou un teaser nouveau business? ou un nouveau business. Ce serait quoi? De mixer le digital au physique. Ok. Peut-être c'est ça. C'est-à-dire que nous, on a réussi à construire un truc quand même cool en digital, mais le physique, ça a quand même son importance. Et du coup, potentiellement, de réussir à créer quelque chose qui touche aux deux, où les deux peuvent s'alimenter. Je pense que c'est le prochain step dans les 3 à 5 ans pour nous. Ok. On va finir par une impro pitch. On aime bien faire pitcher nos invités sur une idée de start-up complètement dingue. Donc, ne t'étonne pas si Ok. ce qui est écrit sur le papier, c'est improbable. Donc, je te laisse piocher et tu dois nous pitcher en 30 secondes ta prochaine start-up. J'ai pas l'habitude des pitchs parce que on n'a pas eu besoin de lever d'argent. Ben voilà, c'est Non, mais rien qu'en parlant à tes proches ou à d'autres gens de ton Oui. business, tu le pitches. Attends. Ils le veulent tous. Ah, je pensais que c'était. Je le lis. Ouais, Oui. vas-y. Une box mensuelle qui t'envoie des bouffées d'air à Mafat. C'est Mathilde qui fait les questions, je tiens à le dire. Ok. Donc, cette box mensuelle qui t'envoie des bouffées d'air à Mafat, Faut que tu nous la vendes en 30 30 secondes. bah, Mafat, c'est magnifique. C'est magnifique, mais c'est dur. Donc, quand tu as pris ton sac à dos, que tu as fait la brèche en partant du Maïdo, et que tu arrives dans Mafat, tu es fatigué, tu n'as plus d'eau, il te reste quasiment plus rien à manger. Certes, le paysage est beau autour de toi, mais en gros, tu es un peu à bout de souffle. Bah, qu'est-ce que tu fais? Tu veux aller au petit machin qui vend des Twix ou de l'eau, sauf qu'en fait, soit tu n'as pas d'argent sur toi, soit c'est pas ce que tu veux. Et bah, grâce à la box mensuelle qui t'envoie des bouffées d'air à Mafat, tu reçois directement par drone écologique, 100% adapté à ton besoin, une bouffée d'air. Top. Ben, merci beaucoup, Aubin. On arrive à la Merci. fin de ce 3e épisode. J'espère que vous avez pu apprendre beaucoup sur comment scaler son business, comment choisir un associé. On a abordé plusieurs points et je pense que ça va intéresser les internautes. Les internautes, j'ai l'impression que c'était il y a 20 ans. Merci beaucoup, Aubin. Avec plaisir. On remercie aussi Trapèze Studio pour ce setup incroyable et Shine de faire briller les grosses idées à La Réunion. Et on se retrouve très bientôt pour un prochain épisode. À bientôt. À bientôt. Merci pour l'accueil.